Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Une archive, une histoire, dans laquelle chaque semaine, des spécialistes tentent de nous éclairer à partir d'un document historique. La semaine dernière, nous nous étions intéressés à la traite britannique et aujourd'hui, nous revenons au sein du Royaume de France, et plus particulièrement sur la question des débats autour de l'abolition à la Révolution. Le document étudié cette semaine est un extrait des registres du greffe du comité d'administration de la ville de Nantes. Les membres de l'Assemblée nantaise y font part de leur opposition à un projet de motion à l'Assemblée nationale visant à abolir le commerce des Noirs. Le choix est fait d'envoyer une lettre aux députés nantais. À partir de ce document, nous allons donc nous interroger sur la réaction des milieux esclavagistes aux propositions abolitionnistes. Pour cela, chers auditeurs, je serai accompagné de Sybille Guyonneau, Élie Lardière et Grégory Lejaune. Bonjour Sybille Guyonneau. Bonjour Théo Brocarel, merci de me recevoir. Vous êtes donc spécialisée dans la traite. Pouvez-vous nous parler du contexte de façon à bien saisir les enjeux du sujet ? Oui, alors effectivement, la traite est un commerce d'êtres humains, il faut la différencier de l'esclavage, qui lui est un type de relation sociale. Les Portugais commencent au XVe siècle l'exploration des côtes africaines, et c'est au milieu du siècle qu'ils obtiennent l'autorisation papale de réduire en esclavage les païens. L'évangélisation des élites africaines et les liens noués avec elles favorisent l'approvisionnement en captifs des Européens. Les Portugais jettent alors les bases de ce que sera le commerce des Noirs dans les siècles suivants. Les esclaves sont indispensables à l'économie coloniale. Le besoin croissant en esclaves répond à l'augmentation de la production des produits coloniaux, qui répond elle-même à la demande croissante des Européens. Au total, on estime entre 12 et 13 millions le nombre de personnes déportées dans le cadre de la traite, dont environ 1,3 million d'Africains pour la France seule. On estime également à 15% le nombre d'entre eux morts au cours de la déportation. Eh bien, merci pour ces précisions. Maintenant, pour ce qui est de la ville de Nantes, je me tourne vers notre historien nantais, Grégory Lejaune. Que pouvez-vous nous apprendre sur la place de Nantes dans ce commerce ? Alors oui, bonjour. Effectivement, Nantes connaît une croissance remarquable dans la seconde moitié du XVIIe siècle. C'est à ce moment, en 1657, que la première campagne de traite atlantique part de Nantes. Cette première expédition marque le début d'une participation active de la ville à la traite des Noirs dans les siècles suivants. Au début du XVIIIe siècle, Nantes est le premier port d'armement du royaume. Avec Bordeaux ou La Rochelle, Nantes fait partie des ports les plus importants durant tout le siècle. Dès 1716, la ville dispose d'une liberté de commerce sur les côtes africaines. Les marchandises bénéficient de la moitié des droits d'entrée sur le royaume. De plus, Nantes a le privilège de pouvoir réexpédier du sucre en franchise, ce qui en fait la place commerciale et maritime favorisée. Mais peut-on dire que Nantes a le monopole de ce commerce ? En effet, entre 1720 et 1733, la ville dispose de monopole des ventes de la Compagnie des Indes orientales. Lorsqu'elle perd ce monopole, les marchands nantais se tournent alors davantage vers l'Amérique. Le développement de l'économie de plantation entraîne une évolution croissante du nombre de navires quittant Nantes pour pratiquer la traite. Cela provoque alors un développement du port, de la ville et un enrichissement des élites marchandes. Nantes attire des négociants étrangers dont la présence favorise le développement de ce commerce. Transitent alors par Nantes les produits coloniaux phares tels que le sucre, le café, le coton, l'indigo ou encore le cacao. Mais, en tant que principale porte d'entrée, c'est aussi par Nantes qu'entrent sur le royaume les captifs issus des colonies ou d'Afrique. Nantes participe donc activement au commerce des Noirs et entretient des relations privilégiées avec les colonies d'Amérique, notamment Saint-Domingue. L'importance de la traite pour Nantes explique que le comité d'administration de la ville se positionne sur la question de l'abolition. Les archives publiques d'Ancien Régime constituent, pour une ville comme Nantes, une source importante pour les historiens. On peut évoquer quelques chiffres qui illustrent cette participation active. On estime pour Nantes à 1800 le nombre d'armements de traîtres et à 550 000 le nombre de captifs déportés par les marchands de la ville. Pour tout le XVIIIe siècle, les armateurs nantais organisent 43% des campagnes françaises de traite atlantique. Pour une période plus réduite, entre 1707 et 1711, on monte à 75%. 1789, l'année de la Révolution, est fructueuse pour le commerce nantais avec 46 expéditions vers les côtes d'Afrique. Merci pour cette remise en contexte et ces précisions pertinentes. Je me tourne maintenant vers vous, Sybille Guyonneau. Les débats autour de l'abolition de la traite ou de l'esclavage opposent deux camps clairement définis, les abolitionnistes d'un côté et les esclavagistes de l'autre. Le document que nous étudions aujourd'hui contient une réaction du camp esclavagiste à une tentative abolitionniste. L'extrait des registres du greffe évoque, je cite, un projet de motion tendant à prohiber aux Français la traite et le commerce des Noirs. Avant de s'intéresser à la réaction du milieu esclavagiste nantais, que pouvez-vous nous dire du mouvement abolitionniste ?
Alors effectivement, le commerce des Noirs se développe au point qu'il devient un enjeu majeur pour les villes qui le pratiquent. La traite apparaît alors comme un moyen de s'enrichir et un facteur de promotion sociale. Cela n'empêche pas dans les années 1770 le début d'une remise en cause de ces pratiques. Toutefois, cela ne représente pour l'instant qu'une infime partie d'intellectuels européens. C'est aux États-Unis et en Angleterre que l'on observe une montée des idées abolitionnistes. Ces deux nations sont pionnières en la matière. Ces mouvements inspirent en France Jacques-Pierre Brissot, Étienne Clavière et l'abbé Grégoire qui fondent la Société des Amis des Noirs en 1788. Parmi les grands noms qui ont montré une opposition à la traite ou l'esclavage, on peut retenir Lafayette, Condorcet ou Mirabeau, qui ont tous fait partie de la Société des Amis des Noirs, mais aussi d'autres comme Diderot. La très forte mortalité ainsi que les conditions de travail et de transport inhumaines choquent et interpellent les milieux intellectuels. Ils dénoncent les violences et défendent des principes d'universalisme. La laïcisation des mentalités au sein des milieux intellectuels fait que l'évangélisation des captifs ne justifie plus leurs asservissements. En effet, si je ne m'abuse, il faut cependant différencier plusieurs questions. Tous ne demandent pas la même chose, et leurs revendications diffèrent. Effectivement, certains réclament l'abolition de la traite, d'autres l'abolition de l'esclavage, et d'autres encore militent pour le sort des libres de couleur et réclament une égalité des races. Certains, comme l'économiste écossais Adam Smith ou plus tard Tocqueville, avancent des considérations économiques et cherchent à démontrer que le travail forcé est moins rentable que le travail libre. Néanmoins, tous voient l'impossibilité de rester plus longtemps dans une telle configuration. Ils présentent la fin de l'esclavage et de la traite dans son sillage comme inéluctable. Étant donné que le mouvement abolitionniste naît au sein des milieux intellectuels, c'est notamment à travers des écrits, parfois virulents, que s'expriment les revendications. Les abolitionnistes peuvent s'appuyer sur les témoignages et les représentations qui choquent. C'est également par la presse qu'ils tentent d'interpeller une opinion publique qui se construit encore. Conscients du poids du commerce des Noirs pour l'économie, certains proposent une abolition progressive et graduelle pour permettre aux acteurs de la traite d'en sortir progressivement. Je me permets de vous interrompre, mais il me semble que c'est notamment le cas du théologien Benjamin Sigemont-Frossard, membre de la Société des Amis des Noirs, qui a publié une histoire de la traite et de l'esclavage des nègres, preuve de leur illégitimité, moyen de les abolir sans nuire ni aux colonies ni aux colons. Complètement, et le contexte de la Révolution pourrait paraître propice aux abolitionnistes. On retrouve par exemple dans certains cahiers de doléances de 1789 la mention de l'abolition de la traite des Noirs. Les valeurs républicaines et les principes avancés notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen vont dans le sens d'une abolition. Mais ce n'est pas aussi simple. Au moment de la réalisation de notre document en novembre 1789, aucun membre de la Société des Amis des Noirs ne siège encore à l'Assemblée nationale. C'est pourtant dans ce nouveau lieu de pouvoir, issu de la Révolution, que peut être rendue possible l'abolition. Ce n'est pas pour autant que les abolitionnistes ne multiplient pas les tentatives, notre document en mentionne une. Eh bien, merci beaucoup Sylvie Guenot. En effet, vous l'aviez évoqué, le comité nantais est informé d'un projet de motion à l'Assemblée nationale visant à interdire la traite. Le projet appelle à une réaction du milieu esclavagiste, mais c'est votre confrère Grégoire Lejeune qui va nous en parler. Alors oui, la période de la Révolution est fructueuse pour les acteurs de la traite. La France est la deuxième puissance commerciale derrière la Grande-Bretagne. Entre 1715 et 1789, elle voit la valeur de son commerce colonial être multipliée par 10. Nantes, on l'a vu, a une place prépondérante dans le commerce des Noirs. À ce titre, on trouve dans la ville une forte opposition aux propositions abolitionnistes. Nantes est assez favorable à la Révolution, mais ce n'est pas la même chose pour les acteurs de la traite qui sont inquiets de la possible montée des idées abolitionnistes. Pour ce qui est de la réaction du comité nantais à ce projet précis, la décision est prise d'envoyer une lettre aux députés de la Sénéchaussée et du commerce de Nantes siégeant à l'Assemblée nationale pour s'assurer qu'ils s'y opposent bien. Plusieurs aspects ressortent de la lettre et illustrent assez bien l'opposition et certains arguments du milieu esclavagiste. Contrairement aux membres de la Société des Amis des Noirs, le milieu esclavagiste compte des représentants au sein des institutions qui permettent d'ajouter du poids à leurs revendications. Dès les prémices de la Révolution, les partisans de la traite et de l'esclavage constituent des groupes de pression que l'on pourrait apparenter à du lobbyisme. Le 20 août 1789, la Société correspondante des colos français est créée à l'hôtel Massiac. On la connaît sous le nom du Club Massiac. Les Nantais montrent leur volonté d'en faire partie dès le mois de septembre. Un de leurs objectifs est d'éviter le départ de libres de couleur vers l'Amérique, où ils pourraient diffuser des idées révolutionnaires et abolitionnistes. Comme au sein du camp abolitionniste, on ne compte pas un seul et unique discours au sein du milieu esclavagiste. En effet, je me permets de compléter votre propos.
Il est vrai que face aux accusations des abolitionnistes, certains acteurs de la traite nient les violences et s'innocentes, en avançant que les captifs étaient déjà esclaves. Le discours du comité est un peu différent. Je cite, « Ce genre de commerce, on en convient, peut paraître sous certains rapports contraires à l'égalité de la nature établie entre tous les hommes. On reconnaît difficilement un caractère discriminant à la traite. Mais au-delà de cela, ce qui ressort bien plus de la lettre, c'est une inquiétude. L'argument avancé dans la lettre est assez simple. Pour des raisons économiques, il est indispensable de maintenir ce commerce. C'est d'ailleurs l'argument principal du milieu esclavagiste qui ne peut pas toujours nier la violence des pratiques. » Tout à fait, je vous rejoins. D'autre part, le commerce des Noirs concerne beaucoup de professions et plusieurs économies. Un passage illustre bien à quel point ce commerce est perçu comme essentiel. Je cite, « Comme une conséquence nécessaire de la prohibition de la traite des Noirs, la perte de nos colonies, l'anéantissement de notre commerce maritime, la destruction de nos manufactures, la nullité des matières qu'elles emploient, la chute de l'industrie et des arts qu'elles entretiennent, le découragement de l'agriculture, l'avilissement de tous les genres de propriété, le renversement de toutes les fortunes, la dépopulation, le désespoir et la mort de la plus belle contrée de l'univers. » Face aux arguments abolitionnistes, il y a au sein des milieux qui pratiquent la traite une volonté d'alerter et d'alarmer sur un danger qui menace, selon eux, le royaume tout entier. Pour cela, le comité nantais n'hésite pas à surenchérir. Je cite, « L'extravagante motion que nous vous plions de rejeter tend droit donc évidemment à assassiner tous les Blancs, à faire égorger tous les Français qui se trouvent dans nos colonies, à occasionner une banqueroute universelle en France. » Le comité nantais s'appuie également sur un autre argument, celui d'un risque pour l'ordre public, en cas d'abolition. En métropole ou en Amérique, la Révolution fait naître une situation de tension dans le royaume. Mais étant moins renseigné sur le sujet, je redonne la parole à mon confrère Élie Lardière pour préciser la question des Antilles. Merci pour m'avoir donné la parole. En ce qui concerne les Antilles, avec qui les marchands nantais entretiennent des liens forts, il faut ajouter un autre facteur. Le très fort déséquilibre démographique nourrit une crainte constante chez les colons. Cette crainte est évoquée à travers ce passage. Je cite, « L'on apprend que les nègres ont commencé à se révolter à la Martinique et que les colons tremblent pour la conservation de leur jour. » On fait ici référence à une révolte des esclaves en Martinique en août 1789, suite à une fausse nouvelle de leur liberté. L'ordre public est donc déjà plus que menacé dans les colonies. Pour les milieux esclavagistes, il est clair qu'une abolition dans ce contexte plongerait le pays dans le chaos. La lettre insiste à plusieurs reprises sur les dangers que représente le projet de motion. On parle notamment, je cite, d'un objet qui ne tend droit à rien moins qu'à soulever dans le royaume 9 à 10 millions de citoyens. Mais aussi plus loin, l'idée seule existe déjà parmi le peuple des mouvements remarquables et inquiétants. On en vient même à considérer comme dangereux le simple fait de discuter de ce projet. Je cite, « La publicité seule de la discussion pourra occasionner les plus grands malheurs. » Ainsi, on agite la menace d'une révolte généralisée pour décourager les projets abolitionnistes, en faire avorter toute tentative de débat. Enfin, la lettre s'en prend aux abolitionnistes. Les groupes de pression tels que le club de Massiac accusent la Société des Amis des Noirs à favoriser les révoltes d'esclaves et d'être des traîtres à la solde de l'Angleterre. On les qualifie de nigrophiles. Cela est très présent et très explicite dans la lettre. Il y a une réelle volonté de criminaliser. C'est un point sur lequel on insiste beaucoup. On parle de criminels et impolitique absurdité, de motions cruelles où on se demande est-il possible, n'est-il pas même criminel de vous proposer d'en prononcer l'interdiction. Au-delà de criminaliser les abolitionnistes, les partisans de la traite cherchent à les présenter comme des ennemis de la France. On retrouve dans la lettre les expressions ennemis de la nation et ennemis de la patrie. Si les abolitionnistes sont des criminels et ennemis de la patrie, il est impensable pour les Nantais que l'Assemblée nationale puisse adopter leur proposition, ou alors elle n'est plus légitime. Je cite, « Nous espérons, nos seigneurs, que vous ne balancerez pas de proscrire si un organe corrompu l'a fait entendre. » Merci à vous, Sybille Guyonneau. Merci beaucoup. Élie Lardière. Merci. Et Grégory Lejaune. Merci à vous. Nous avons appris beaucoup de choses intéressantes cette semaine.
À travers ce document, on trouve un exemple de réaction des milieux esclavagistes à une proposition abolitionniste. Même s'il ne s'agit ici que d'un projet de motion à l'Assemblée nationale, il est facile de ressentir l'inquiétude des acteurs de la traite. Les débats sont désormais portés dans les nouveaux lieux de pouvoir issus de la Révolution. Les milieux esclavagistes y comptent des représentants chargés de défendre leurs intérêts. On peut retenir plusieurs arguments de la lettre. D'abord, le caractère indispensable du commerce des Noirs, mais aussi le potentiel risque pour l'ordre public. Ils mènent également une véritable campagne de délation contre leurs adversaires abolitionnistes. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre fidélité et continuez à nous retrouver sur Spotify, Deezer, Napster ou encore Apple Music. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série Une archive, une histoire, notre prochain numéro qui portera sur l'abolition de la traite et de l'esclavage au XIXe siècle. À très vite et au revoir.